Absolument. Et bien, dès lors, on entre dans la collaboration commerciale, quelle que soit la nature de la contrepartie. Dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, on est dans la collaboration commerciale. Et là, bien sûr, comme la loi l'exige, ce doit être identifié de manière explicite et instantanée. Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrypte le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland. Dans ce nouvel épisode de Rake, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Mansouri. Mohamed travaille pour un organisme dont probablement vous ne connaissez pas le nom. Et pourtant, il agit au quotidien pour vous. Avec lui, nous allons parler des influenceurs sur les réseaux sociaux et particulièrement de ceux ou celles qui font la promotion d'un produit. Mais avant toute chose, Mohamed, pourrais-tu te présenter aux auditeurs de Rake ? Oui, alors je suis Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARP ou l'ARPP, c'est comme vous voulez, donc Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Alors pour la petite histoire, moi j'ai un profil à la base de juriste, mais j'ai évolué vers des missions plus d'abord IT, puis toujours digital, et donc aujourd'hui directeur délégué. Et l'ARPP, donc c'est une émanation de la profession publicitaire, donc qui regroupe les trois grandes familles de la publicité que sont les marques, les agences et les médias, qui réunit en son sein, donc adopte des bonnes pratiques, des règles déontologiques et s'engage à les respecter, en nous confiant donc le soin de veiller à la bonne application de ces règles avant la diffusion, en conseillant, en accompagnant. C'est d'abord notre première mission, la pédagogie, nos adhérents, près de 700 entreprises adhérentes, 700-800 entreprises adhérentes, des marques, des agences, des médias. Et bref, toute la chaîne de valeur, mais aussi des prestataires. Vous êtes dans l'accompagnement et dans l'accompagnement de ce secteur, oui, pour que l'État intervienne par la régulation, mais de façon, je vais dire, intelligente, c'est-à-dire au bon moment et pas à contre-temps. C'est tout à fait ça, c'est en complément de la loi, c'est en anticipant aussi, c'est justement d'éviter les dérives et les mauvaises pratiques pour justement éviter un durcissement qui ne serait pas forcément justifié ou en tout cas contre-productif. Tout à fait, oui. Le respect de la personne humaine, la protection des mineurs, toutes ces règles-là, dans le digital, en fait, ont été adoptées au sein d'une recommandation ad hoc. Et aujourd'hui, on est à sa 6e version. Très récemment, en 2017, il y a eu donc la recommandation marketing d'influence adoptée par les professionnels au sein de la RPP. Pourquoi cette recommandation ? Pour la petite histoire, ce qui s'est passé, on a eu une multiplication des contrôles de la répression des fraudes, de la DGCCRF, en 2016-2017, et une grande agence est venue nous voir en nous disant voilà, je fais l'objet d'un contrôle de la DGCCRF. On me reproche d'avoir organisé une campagne de marketing d'influence, d'avoir invité des influenceurs et leur avoir demandé d'utiliser un hashtag sur Twitter pour un client qui est une marque qui est un constructeur automobile. Simplement, moi, je n'ai jamais rien exigé de ces personnes-là, nous dit-il. Si on m'oblige à mettre le hashtag sponsorisé sur ces posts-là, eh bien, c'est simplement, on va tuer les RP. C'est comme si on demandait à des journalistes, dans le cadre de relations presse simples, en fait, de mettre hashtag sponsorisé, alors qu'il n'y a pas d'obligation, ils n'ont pas pris d'engagement de produire un contenu. Et c'est là toute la force des règles déontologiques, en fait, c'est que les professionnels ont souhaité clarifier cette situation, et se sont réunis, donc, à l'ARP, et en 3 réunions, un comité de rédaction a adopté une règle très simple, pleine de bon sens, qui est celle des engagements réciproques. C'est-à-dire que quand, de part et d'autre, un influenceur s'engage à créer un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, un paiement, un cadeau, une invitation à un voyage... C'est pas simplement une contrepartie financière, ça peut être une contrepartie en nature, parce que ça me permet d'aller à un concert, d'aller à une situation privilégiée. Il y a une contrepartie, qu'elle soit financière ou pas, et peu importe d'ailleurs le montant, ou en nature, parce qu'on me donne un privilège, ou simplement on m'offre un téléphone, par exemple. Absolument. Et bien, dès lors, on entre dans la collaboration commerciale, quelle que soit la nature de la contrepartie. Dès lors qu'il y a des engagements réciproques pris de part et d'autre, on est dans la collaboration commerciale. Et là, bien sûr, comme la loi l'exige, ce doit être identifié de manière explicite et instantanée. Explicite, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des termes clairs et accessibles à tous. Nous, on part du principe que des termes comme hashtag ad, hashtag SP ou hashtag product review, tout ça ne sont pas suffisamment accessibles, suffisamment clairs. Alors pour nous, ça nous parle parce qu'on est dans la com publicitaire, mais c'est pas de la portée de tout le monde. Et
Instantané, ça veut dire qu'il faut que ce soit d'emblée, qu'on puisse d'emblée identifier la collaboration commerciale. C'est d'autant plus exigé que quand on s'adresse à un public jeune ou un public de mineurs. Là, pour le coup, ça va être encore plus explicite. Je reviens juste sur une chose. Je voudrais qu'on puisse distinguer deux situations. Et la première situation, c'est je demande rien, je reçois un colis par la poste et j'ai un téléphone neuf qui m'arrive avec un petit mot gentil qui me dit Cyril, j'aimerais bien que vous parliez de mon téléphone. Oui. Deuxième situation, je suis contacté sur les réseaux sociaux par la même marque de téléphone ou la marque concurrente, on va dire ça comme ça, et qui me dit voilà, vous m'intéressez, votre audience, etc. Et est-ce que vous ne pourriez pas créer un contenu relatif à ce téléphone? Ces deux situations sont différentes pour moi en tant qu'influenceur, dans le sens où d'un côté, je suis sollicité et l'autre, je peux dire, dans le premier cas, je ne suis pas sollicité. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre les deux? Alors, tout dépendra de l'engagement que vous avez pris et la manière dont il se matérialise. Est-ce que il y a quand même une différence assez importante, en tout cas d'un point de vue contractuel, selon qu'une marque vous dise « j'aimerais bien que vous en parliez ». On vous a identifié comme influenceur organique, vous êtes tout à fait légitime au vu de votre audience et tout ça pour parler de nos produits. Si d'un point de vue contractuel, il n'y a pas d'obligation, vous n'avez pas pris d'engagement d'en parler, on considérera que c'est votre choix, vous décidez ou pas d'en parler, et si vous en parlez, vous pouvez en parler en bien ou en mal. On est dans une forme de RP. Donc ma première situation, je reçois un petit colis avec un téléphone dedans, il y a un mot d'accompagnement explicite qui me dit ce que je dois faire, mais je peux très bien en effet le faire ou pas le faire, c'est-à-dire faire un contenu ou pas en faire un contenu. Et dans ces cas-là, je ne rentre pas dans cette réglementation. Alors tout à fait. Ensuite, tout dépendra des conditions dans lesquelles vous avez obtenu ce produit. Si vous êtes inscrit sur une plateforme, un peu de micro-influence. Je suis référencé, je suis référencé. Vous êtes inscrit sur cette plateforme, vous recevez donc des échantillons et vous en parlez, vous recevez des échantillons gratuitement, vous en parlez. Si les conditions générales de cette plateforme, quelque part, vous obligent à parler du produit, au motif que si vous n'en parlez pas au bout de 2 ou 3 fois, vous êtes sorti de la plateforme, là ça se transforme en un engagement réciproque parce que pour pouvoir être sur la plateforme, vous êtes obligé d'en parler. Donc quelque part, il y a une obligation d'en parler. On est dans les engagements réciproques. Que j'ai contracté, si je comprends bien, à la fois par la plateforme dans laquelle je suis référencé, d'accord, ou qui me contracte indirectement. Absolument. Par la marque qui elle-même est présente sur la plateforme et qui donc me sollicite, et donc j'ai un contrat qui se fait même si j'ai pas contracté directement avec le client final. Tout à fait, c'est notre analyse, c'est que quelque part vous vous obligez à produire du contenu. Si vous n'en produisez pas, vous êtes sorti de la plateforme. D'accord. Donc là, la requalification en communication commerciale est tout à fait possible. Un autre type de requalification en collaboration commerciale, ça va dépendre, nous on procède d'un faisceau d'indices, ça va dépendre aussi de la récurrence des cadeaux et de la valeur des cadeaux. Alors, est-ce qu'il y a un montant? Est-ce que j'ai souvent entendu parler d'un montant de $300 qui était, voilà, est-ce que c'est 300 €? Est-ce que c'est plus, c'est moins? Alors, pas en France. En tout cas, au niveau des bonnes pratiques professionnelles adoptées par les professionnels, on n'adopte pas de valeur seuil au-delà de laquelle on reconsidère. Ça sera du cas par cas, mais une chose est sûre, c'est si on vous offre, je dis n'importe quoi, mais une Lamborghini, vous allez plus ou moins vous sentir obligé d'en parler en utilisant les éléments de langage ou les hashtags ou autres qui vous sont communiqués par la marque. Donc là, il y a aussi un risque de qualification. Tout comme la récurrence aussi des cadeaux, où on peut imaginer aisément un père de famille qui va filmer ses enfants, faire de l'unboxing et qui reçoit toutes les semaines des cadeaux, des jouets, eh bien il va difficilement tuer la poule aux œufs d'or et donc vouloir continuer à en bénéficier, il va se sentir quelque part obligé de produire du contenu. Donc il y a une forme de collaboration de fait qui s'installe entre la marque et l'influenceur, voire une forme de réciprocité forcée en fait. Donc du coup cette récurrence ou cette valeur peut créer cette réciprocité forcée et donc permettre de requalifier la relation en collaboration commerciale et donc devoir être identifié comme tel. C'est une analyse, on procède d'un faisceau d'indices, c'est du cas par cas. D'accord. Par rapport à cette situation-là, merci beaucoup, c'est très très clair.
Qui peut faire cette observation? Vous avez parlé de l'organisme de répression des fraudes. Ils vont regarder sur Facebook, sur Instagram, et ils vont lancer des enquêtes. Comment ça se passe? Que c'est la même chose qu'on peut imaginer sur le fisc qui suit des stars et qui se dit tiens, cette star qui est résidente fiscale en France, elle fait beaucoup de postes à l'étranger, donc elle est plus résidente fiscale en France. Comment ça se passe au niveau de... Quel est l'organisme qui va suivre ce que vous dites, qu'il y a une récurrence, qu'il y a une fréquence et qui fait que on sort d'un cadre, on va dire pas amical, mais on sort d'un cadre occasionnel, ponctuel. Tout à fait. Alors c'est une excellente question. Le fait de ne pas dévoiler l'intention commerciale est une pratique commerciale trompeuse. Les pratiques commerciales trompeuses ou pratiques commerciales déloyales, telles qu'elles figurent dans le Code de la consommation, sont contrôlées par la DGCCRF. Donc c'est la DGCCRF qui est habilitée à contrôler et un pouvoir de sanction. Côté régulation professionnelle, nous avons d'abord un devoir de pédagogie. Donc on va d'abord accompagner, conseiller les professionnels pour justement sécuriser les campagnes et aussi depuis peu les influenceurs qui peuvent en leur nom adhérer à la RPP. Donc un influenceur, parce que là je comprends que vos adhérents ce sont des marques, mais ce que vous dites c'est que depuis peu je suis influenceur, je peux adhérer à RPP. Oui, absolument. D'accord. Il y a un barème ad hoc dédié qui a été créé pour les influenceurs. Ils peuvent donc adhérer et se faire accompagner, puisque finalement, ils sont professionnels, ils se professionnalisent, ils deviennent des professionnels de la communication, hein, et donc du coup, ils ont ce besoin d'être accompagnés. Donc, il y a l'accompagnement, la pédagogie côté RPP, mais il y a aussi le volet sanction. Alors, le volet contrôle, c'est celui de l'observatoire. Nous menons plusieurs observatoires ou bilans d'application des règles déontologiques par an, 3 à 4, selon, et veillons à la bonne application des règles déontologiques grâce à des outils de pige ou des outils d'écoute sociale. Et dernièrement, on a lancé un observatoire du marketing d'influence. On a analysé près de 500 campagnes diffusées sur le second semestre 2018. D'accord. Et on a publié les résultats en 2019 et on a constaté que parmi ces 500 campagnes, qui étaient toutes des collaborations commerciales, en tout cas pour le coup, on en avait l'assurance parce que on a travaillé avec nos agences spécialisées ou non dans le marketing d'influence ou des digital. Agences digitales qui Absolument. travaillent à différents niveaux, mais qui font justement ce lien entre les marques et l'influenceur. Absolument, et qui donc ont accepté de jouer le jeu de la transparence en nous donnant accès, en nous autorisant à accéder à leur contenu. Et il s'est avéré que 55% des campagnes analysées étaient clairement identifiées comme sponsorisées. 33% étaient mal identifiés. Il y avait un début d'identification, mais ce n'était pas suffisant au regard de la recommandation adoptée par les professionnels. Par exemple, on avait le hashtag ad, ou bien on avait le merci à nom de la marque. Le simple fait de remercier la marque n'induit pas l'existence d'une collaboration commerciale. On peut très bien avoir reçu sans contrepartie un produit et remercier la marque en tant que tel, ça ne suffit pas. Ou alors d'avoir le hashtag noyé dans d'autres hashtags. C'est ça, c'est D'accord. tout à fait ça. C'est le hashtag noyé dans d'autres hashtags, ou le hashtag, ou l'indication en fin de vidéo, ou alors l'indication, par exemple, sous une vidéo qui n'accompagne pas la vidéo quand on la partage. C'est-à-dire dans le texte descriptif, par exemple, sur une plateforme de partage vidéo. Et enfin, 12% n'étaient pas du tout identifiés comme tels. Donc là, il y avait vraiment un manque d'identification. Donc pour résumer, 1 sur 2, on va dire, joue le jeu ou des influenceurs ou a compris ou a été informé, a compris l'intérêt vis-à-vis de sa communauté, oui, et d'agir de façon, on va dire, un tiers prouve que ça peut potentiellement baisser son taux d'engagement, oui, le fait, mais bon, est sur la zone grise. Et par contre, vous avez identifié que, grosso modo, si j'ai bien compris, 1 sur 5 est hors jeu pour l'instant. Absolument, c'est ça. Il y a souvent une méconnaissance aussi de la règle. D'accord, donc c'est pas forcément volontaire, ça peut être aussi de ne pas se poser la question d'ailleurs, peut-être. Tout à fait. Il y a une étude intéressante là-dessus qui est de Rich, je crois, où il questionne des influenceurs, il leur demande s'ils ont cette perception eux-mêmes de faire leur travail de manière conforme aux règles. Et ils sont prêts, alors je sais pas, mais je pense qu'ils sont entre 80 et 90% à penser être conformes. Donc ils ont vraiment une vision, une perception de conformité, mais
La preuve est que finalement, ils connaissent les règles, en tout cas sur Et finalement, les marques et à la fois les plateformes, donc de citer Rich, mais il y en a d'autres qui utilisent et qui font le lien, ces agences digitales, finalement, c'est à elles de faire communiquer ce message et peut-être éventuellement d'obliger à contractualiser d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une charte morale qui vient compléter ou la vôtre s'inclut dans d'autres, mais c'est finalement à eux d'amener ce travail d'éducation. Absolument. La maturité, en tout cas, des acteurs a fait qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, adhéré sur les 2 dernières années à la RPP. Donc on travaille vraiment main dans la main avec eux, de manière très rapprochée, à la fois sur leur projet de campagne, donc sur les modalités d'identification, mais celle-ci commence à devenir vraiment claire, mais aussi sur les secteurs réglementés, des secteurs parfois interdits de publicité. On a parfois des acteurs, malheureusement, qui parce que se voient opposer une interdiction de communiquer sur des médias dits traditionnels, vont être tentés d'activer du marketing d'influence et de préférence auprès d'influenceurs qui méconnaissent les règles. Donc là, pour le coup, les agences, les intermédiaires ont un vrai rôle à jouer de partage, de dissémination, de diffusion de ces bonnes pratiques et des règles aussi légales qui encadrent des secteurs à risque. Je pense au secteur financier, enfin les produits financiers à haut risque, les produits santé et tout ça. Donc ça c'est un point important. C'est drôle que les produits santé, quand on regarde quand même pas mal d'influenceurs, travaillent sur la notion de beauté. De cosmétiques, c'est pas la santé, mais c'est quand même très approchant. Absolument. Puisque c'est des crèmes qu'on met sur le visage ou autre chose. Tout à fait, et on peut pas dire ce qu'on veut, effectivement. Il y a des allégations de santé, il y a des allégations cosmétiques dont on ne peut pas se prévaloir. Sinon, il faut vraiment qu'on soit sur l'apparence visuelle de la peau, sur les couches. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a une recommandation là-dessus. Et c'est vrai que les secteurs sont très proches, et parfois on peut très vite tomber dans l'allégation santé, ou les allégations nutritionnelles aussi, c'est la même chose, qui doivent être soit validé, soit en tout cas il y a un cadre qui est très strict et la frontière est parfois ténue en fait entre les cosmétiques et la santé, c'est très juste. Donc là on est dans la pédagogie, mais la pédagogie, le contrôle, c'est pas tout ça, il y a aussi la sanction de la règle. Et le dispositif de la régulation professionnelle concertée tel qu'il existe, qu'il est mis en œuvre, tel qu'il est porté par l'ARP à la demande de l'interprofession, depuis 2008, il y a un jury de déontologie publicitaire. D'accord. Qui est une instance indépendante, associée au système et indépendante, donc présidée par des personnalités de la société civile, des enseignants, ça peut être des enseignants, des chercheurs. Il est présidé par des magistrats et vice-présidé par des magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ils examinent les plaintes des consommateurs, mais aussi des professionnels, sur la base des règles déontologiques, pas des textes de loi, parce que pour ça, il y a les tribunaux. Et quelles sont les sanctions ? C'est quoi, des sanctions financières, des sanctions Effectivement. Alors là, pour le coup, la sanction, c'est très inspiré du système très anglo-saxon du name and shame, en fait, qui est une publication d'une décision, d'un avis, en fait, qui vise à pointer du doigt le manquement, et ce, en désignant de manière nominative la marque ou le média ou l'influenceur qui n'aurait pas respecté la règle déontologique. Et effectivement, on reçoit de plus en plus de plaintes sur la base de la recommandation influence, ce qui est la preuve finalement que le grand public est de plus en plus conscient des manquements en fait et de ces règles. Alors parfois ce sont des plaintes d'influenceurs qui visent d'autres influenceurs. On prépare un petit jeu exactement, d'influence entre influenceurs, on va dire ça comme ça. Je respecte les bonnes pratiques et pas le voisin. Voilà. Mais ça fait partie en tout cas du dispositif et du contrôle du dispositif. Et c'est vrai qu'une règle, quand on l'adopte, si on ne se donne pas les moyens de la faire respecter, eh bien, elle vaut peu de choses en fait. Donc du coup, voilà, c'est le bout du bout, c'est la sanction ultime. Mais avant, il y a bien sûr toutes ces étapes de pédagogie et de contrôle et tout ça. Si j'ai bien compris, et je trouve ça très intéressant ce que vous dites, c'est que finalement, les influenceurs deviennent une profession à part, un média, peut-être même en tant que tel, parce que tout ce que vous dites, je pense, c'est trans réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, vous me corrigez, c'est une bêtise, mais que ce soit Instagram, Facebook ou un blog, donc ça, et qui viennent membres de l'ARP, c'est-à-dire vraiment ils deviennent comme d'autres membres à part entière et ils appréhendent, et moi j'ai constaté leur maturité, ils appréhendent vraiment leur métier en disant là il y a des règles, des bonnes pratiques, elles sont là pour nous permettre d'aller l'avant, pour mieux exercer, pour mieux être reconnus des marques, et peut-être aussi pour être mieux
peut-être rémunéré dans un deuxième temps, mais en tout cas, voilà, il y a une professionnalisation Oui. et votre travail, je trouve tout à fait remarquable d'aider à l'émergence de ce canal de diffusion, d'information, de sensibilisation. Effectivement, et c'est pour ça, en fait, c'est une excellente remarque, parce qu'au début des discussions, on avait autour de la table les acteurs un peu traditionnels, les marques, les agences, les agences parfois spécialisées bien sûr, les médias, et au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'il nous manquait en fait une des principales parties prenantes autour de la table, qui étaient les influenceurs. Et on a souhaité vraiment les sensibiliser à ces bonnes pratiques en reprenant leur code et en lançant nous-mêmes une campagne d'influence. Alors on a commencé à le faire avec Hugo Décrypte. D'accord. Donc les influenceurs eux-mêmes ont été les messagers de votre... C'est ça. Ah, c'est merveilleux ça, bravo. Merci. Vous convainquez vos clients, vos clients sont vos ambassadeurs finalement. C'est ça, exactement. Et avec une communication identifiée comme telle, parce bien sûr, on va clairement respecter la règle qu'on a adoptée tous ensemble. Et donc du coup, on a commencé avec Hugo Décrypte, notamment pour un serious game, un jeu qu'on appelle le jeu des 7 solutions. Donc vous voyez quelques illustrations ici, qui est, c'est un jeu vidéo en ligne où on se retrouve dans une ville et l'idée c'est de découvrir 7 manquements en 7 clics. Et 7 minutes, 7 manquements dans la vraie vie, mais qu'on ne peut pas voir reproduits dans la publicité. D'accord. Donc il en a fait la promotion, il a aussi rappelé cette nécessité de correctement identifier les collaborations commerciales. Ça, c'était une première étape, ça devait être en décembre 2018, si je ne me trompe pas, et en mai 2019, au moment de la publication des résultats du premier observatoire, on a engagé 3 influenceuses que vous retrouverez sur notre site au niveau du bilan, qui sont donc c'est Photoche, Fannyfic et Mallory, qui elles-mêmes donc se sont emparées de ces bonnes pratiques et les ont finalement diffusées auprès de leurs pairs. Donc avec toute la touche humoristique qui les caractérise. Donc on a des campagnes qui sont, donc là pour le coup c'était sur Instagram, et donc vous pourrez les découvrir sur notre compte Instagram Harp Pub. Donc ces trois campagnes extrêmement drôles, très axées sur l'autodérision en tout cas, dont l'objectif était bien sûr de sensibiliser les autres influenceurs et aussi le grand public à l'existence de ces bonnes pratiques. Très très bien, c'est vraiment très intéressant. Pour conclure, quelle est un petit peu votre vision de ce marketing d'influence? Là, vous avez bien montré comment il s'insère vraiment dans un canal d'autorégulation, donc vraiment comme un canal de diffusion. Oui. Quelle est votre vision? Parce que pour l'instant, on dirait en termes de si on regarde un peu le marché, c'est quand même beaucoup Instagram. Oui. Assez féminin, les influenceuses, assez marquées en termes de tranche d'âge, et avec la difficulté d'être rémunérées. Je mets de côté des youtubeurs qui ont émergé ou autres. Comment vous voyez ce marché évoluer en termes d'acteurs, c'est-à-dire ces influenceurs et ces influenceuses? Comment vous les voyez en termes de secteur? Aujourd'hui, on est beaucoup sur la beauté, la cosmétique, le luxe. Comment vous voyez évoluer ça, et comment vous voulez évoluer ça par rapport, par exemple, à la publicité digitale? Donc, premier point, cette population, ces gens-là qui font l'influence, comment vous les voyez évoluer? Alors, je suis assez optimiste sur l'avenir du marketing d'influence, parce que de mon point de vue, elle s'inscrit dans l'ordre naturel des choses. C'est un peu le sens de l'histoire. On le voit, les consommateurs font de plus en plus confiance aux avis de leurs pairs. Et s'ils maintiennent leur crédibilité, les influenceurs pourront susciter de forts taux d'engagement dès lors qu'ils sont transparents sur leurs partenariats, dès lors qu'ils ont des partenariats qui soient en phase avec leur ligne éditoriale. On peut en parler aussi, leur audience et leur positionnement et ce qui les caractérise en fait, ce pourquoi on les suit. Donc on est finalement dans un ordre naturel des choses où finalement on attend de nos pairs, on devient tous vecteurs de communication quelque part, et on attend de nos pairs qu'ils nous recommandent des produits ou des services. Le marché a plutôt tendance à se professionnaliser. Je reste aussi optimiste sur les pratiques, sur l'émergence de bonnes pratiques, dans la mesure où, comme à l'arrivée de chaque nouvelle technique de communication, c'est ce qui a d'ailleurs justifié la création de notre ancêtre, l'Office de contrôle des annonces, en 1935,
où à l'origine nos anciens, nos aînés voulaient faire face, voulaient mettre un terme à tout ce qui était annonces fallacieuses, trompeuses dans la presse, notamment pour des produits miracles, des produits qui pouvaient rallonger l'existant. Il y a des réclames, des affiches qui sont merveilleuses quand on regarde aujourd'hui. Absolument. On se dit, oh là, comment ça peut passer, quoi. C'est ça. Donc c'était l'âge d'or de la publicité, les débuts. Il y a eu ces dérives et très vite, les professionnels eux-mêmes ont su y mettre un terme grâce à l'adoption de bonnes pratiques. Et c'est vraiment ce qui fait la force de ces bonnes pratiques professionnelles, c'est qu'elles sont adaptées de manière très rapide. Elles sont nécessairement adaptées à la réalité du marché parce que finalement adoptées par des professionnels. Elles sont plus naturellement respectées parce qu'elles sont volontaires finalement. Et surtout, elles sont évolutives et elles sont donc en toute agilité en fait. Les professionnels l'ont adopté, typiquement la recommandation marketing d'influence en l'espace de 3 mois. Donc on est vraiment aux antipodes de la fabrication de la loi, avec des règles qui sont très, très, très pratico-pratiques. Donc je suis plutôt confiant. Là, aujourd'hui, on s'intéresse un peu à ce qu'on appelle les influenceurs virtuels, qui soulèvent aussi quelques questions éthiques. Alors, il y a une étude américaine qui nous dit qu'il représenterait en 2020 un marché, une industrie de $2 milliards. Le temps nous le dira, mais bon, toujours est-il qu'il y a des investissements et aujourd'hui, avec toutes les techniques de deepfake vidéo, on a de plus en plus de mal à distinguer un avatar d'un réel être humain. Donc il y a des questions éthiques qui se soulèvent, c'est est-ce que nous sommes réellement en présence d'un être humain? Qui contrôle cet avatar ou cet être humain? Donc d'identification à la fois s'il y a une marque d'une marque et de la personne qui s'exprime. Donc, mais là aussi, je fais confiance aux bonnes pratiques, à la déontologie, parce qu'elles permettent à un marché de se maintenir, de se préserver, d'évoluer et d'être favorable à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et les marques, vous les voyez utiliser de plus en plus ce marketing d'influence, justement, vous les voyez? Mais en vue des chiffres et des investissements, oui, on voit les prévisions telles qu'elles existaient en 2015. On est quasiment au double de ce qui était prévu il y a 4 ans ou 5 ans en termes d'investissement dans le marketing d'influence. Donc oui. Il y a des secteurs en particulier qui entrent dans ce marketing d'influence qu'ils ne faisaient pas avant? Alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Ou peut-être pas de façon peut-être un peu plus exploratoire. Finalement, non, c'est vraiment tous les secteurs. Enfin, effectivement, à l'origine, il y a tout ce qui est domaine du lifestyle et la mode, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, effectivement, on remarque des secteurs qui s'y intéressent davantage, mais on sent que c'est généralisé quasiment à tous les secteurs qui sont autorisés de communication publicitaire. À communiquer et qui appliquent les mêmes règles, qui ne pensent pas que c'est un champ à explorer, qui n'y a pas assez règles. Oui. Alors, il y a une pratique aussi intéressante qu'on remarque, que sont les brand ambassadeurs, qui sont à la fois des collaborateurs des marques. Alors ça, ce sont des nouveaux métiers qui sont intéressants. Donc on a des marques vraiment qui vont recruter comme collaborateurs en fait des influenceurs et qui vont, alors c'est pas le community manager, pas du tout, c'est qui vont donc porter les valeurs de la marque sur les réseaux sociaux et vont poster du contenu, mais ils sont identifiés comme brand ambassadeurs. C'est-à-dire que ce serait un peu comme des égéries qu'on me disait autrefois, qui au lieu d'inspirer simplement et d'être simplement représentés en termes de publicité ou autre, vont plus loin, vont vraiment dans un acte de communication. Vont dans un acte de communication et sont surtout internalisés par la marque. D'accord. Donc on a quand même une tendance à l'internalisation des prestations par la marque en fait. Et c'est un phénomène qui est assez intéressant, oui. Donc une forme de désintermédiation, mais au profit de la marque, quoi. Oui, tout à fait. Et après, on se dira, en effet, est-ce qu'un influenceur, et vous évoquez ce sujet-là, peut être plus ou moins, je veux dire, un directeur artistique d'une marque? Potentiellement lorsqu'il intervient quelques instants sur plusieurs campagnes, ou alors, comme vous le dites, quand on devient ambassadeur d'une marque et porter les valeurs d'une marque, là on devient peut-être pas directeur artistique, mais peut-être une autre dimension. En tout cas, voilà, on porte la marque sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et après, bon, évidemment, on ne peut pas porter non plus toutes les marques et s'insérer dans le temps. Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Est-ce que vous auriez une dernière recommandation pour nos auditeurs? Est-ce que vous auriez, que ce soit de lecture ou autre, sur un sujet ou autre, mais lié au domaine du digital? De la confiance aux professionnels, à la déontologie, à l'autodiscipline
Et cessons d'infantiliser aussi les audiences. Elles sont beaucoup plus alertes qu'on l'imagine. Et donc, liberté. Merci beaucoup pour ce message et Merci. à très bientôt. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Si vous vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. À très bientôt.